Hop là, à partir du début. Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser une action cotée à la Bourse de Paris. Cette action, c'est Beneteau. Donc, comme d'habitude, le concept de ces analyses d'actions, c'est de savoir si oui ou non il faut acheter, il faut investir dans Beneteau et le cas échéant, pourquoi? Et écoutez, et à la demande de certains, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit un peu globalement, mes vidéos d'analyse sont assez longues, donc je vais essayer de tenir en 20-30 minutes maximum dans celle-ci. Donc voilà, j'essaie de peaufiner un peu les éléments essentiels qu'il faut expliquer. Donc voilà. Euh, et aussi, je tiens à m'excuser pour le petit délai en fait qu'il y a eu entre cette vidéo aujourd'hui et la dernière que j'ai sortie, il y a eu 3 semaines. Et bon, pour différentes contraintes personnelles, et etc., par manque de temps, et aussi parce que mon micro était cassé, enfin, j'ai eu du retard dans mon planning, on va dire. Donc là, j'ai acheté un nouveau micro. C'est la première fois que je l'essaye. Le son, il est peut-être pas parfait. J'ai pas trouvé un micro qui avait une qualité sonore comme celui que j'avais précédemment. Donc, écoutez, voilà. Donc, voilà pour les news, on va dire. Donc allez, on démarre tout de suite. Donc Beneteau, qu'est-ce que c'est? Beneteau, c'est une société française, leader mondial des voiliers de plaisance. Alors le marché de la plaisance, il y a différents segments. Et numéro 2 mondial du marché global de la plaisance. C'est une société qui a été fondée en 1884, donc c'est une saga familiale, hein, la famille Beneteau. L'introduction en bourse de cette action a eu lieu en 1984, exactement 100 ans après sa fondation. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que Beneteau est une filiale du groupe Beneteau. Mais globalement, Beneteau, c'est le gros du groupe. Et l'action qui est cotée à la bourse, c'est pas l'action, enfin c'est l'action Beneteau, mais c'est le groupe Beneteau qui est coté en bourse. Donc, alors, Beneteau, vous connaissez peut-être un petit peu cette entreprise. Donc, c'est une entreprise qui conçoit, qui construit et qui commercialise des bateaux de plaisance. Donc, comme je l'ai dit, numéro 1 mondial des voiliers. Donc, c'est des voiliers de plaisance. Et ce, depuis 40 ans. Donc, c'est quand même un très bon gage de pérennité. Et numéro 2 mondial des bateaux de plaisance à moteur depuis 25 années. Donc, c'est assez stable. Le positionnement de Beneteau euh, au niveau concurrentiel est assez bien, assez correct. Alors ensuite, les produits commercialisés, il y a deux choses. Il y a des bateaux, c'est 85% des produits commercialisés, et il y a des habitats de loisirs, en gros des mobilhomes, pour 15% du chiffre d'affaires. Donc parmi la section bateaux, il y a différents bateaux, donc il y a des voiliers, bien évidemment, numéro 1 mondial depuis 40 ans, mais il y a aussi des yachts, des bateaux à moteur, pardon, inboard et hors-bord, des monocoques, des catamarans, des trimarans, différents multicoques. Voilà. Mais globalement, je vais vous montrer après avec les chiffres. Les voiliers, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires, à peu près la moitié, si je dis pas de bêtises. Donc, alors, l'action. Alors oui, le cours de l'action, il est à peu près à 10 euros. Euh, la capitalisation boursière à 822 millions d'euros. J'ai oublié un million, je suis désolé. Et donc le ticker, si vous voulez rechercher l'action, c'est BEN. Et c'est une action qui est éligible au PEA. Donc là, je vous prie de m'excuser. J'avais prévu de la tourner justement le 31 janvier, cette vidéo, en raison de mes problèmes de micro, comme j'ai expliqué juste avant, et puis ensuite le fait que j'avais plus trop le temps. La capitalisation boursière a peut-être un petit peu changé maintenant, et le cours de l'action est peut-être un peu différent, mais globalement, comptez 10 euros l'action et 820 millions d'euros de capitalisation boursière. En- voilà. Ensuite, alors la stratégie de Beneteau. On a vu que Beneteau, c'est numéro 1 mondial depuis longtemps dans le segment de la plaisance, donc les voiliers de plaisance. Numéro 2 mondial depuis déjà 25 ans, en ce qui concerne la plaisance en général, le secteur de la plaisance. Donc la stratégie du groupe Beneteau, c'est de d'étendre ses activités à l'international, et on va le voir un petit peu plus tard. Il y a de quoi faire. C'est d'étoffer la gamme de modèles
Donc en fait, c'est tout simplement d'avoir plus de modèles, tout simplement pour cibler différents sous-segments de marché, on va dire. Le but, c'est aussi de se renforcer sur les segments luxe et petits hors-bord, donc les bateaux hors-bord à moteur. Donc pourquoi segment luxe? Je le dis, mais je le redirai après, parce que bon, le luxe, du moins le grand luxe, ne connaît pas vraiment la crise. Et c'est vrai aussi bien dans le domaine des yachts grand luxe que des produits luxe en général. Donc c'est aussi, vous allez voir, vu que c'est une société cyclique, c'est aussi bien de se stabiliser avec le luxe. Donc ensuite, un autre axe de développement, c'est d'automatiser la production dans le but de réduire les coûts de production, donc c'est-à-dire s'affranchir de toutes les activités semi-artisanales qui sont encore d'actualité aujourd'hui et qui, en toute logique, impactent sur la rentabilité de la société. Donc, en ce qui concerne la gouvernance, donc c'est la famille Beneteau, hein, depuis le début, qui gère la société. Alors, il y a d'autres actionnaires, mais c'est tout de même la famille historique qui a la majorité des votes. Donc, on va le voir après avec l'actionnariat. Donc, pour l'anecdote, sachez que généralement, c'est très bien d'avoir des sociétés où c'est la famille fondatrice qui est restée actionnaire. Par exemple, c'est le cas pour une entreprise comme Hermès. Et c'est très bien, c'est un très bon, c'est l'idéal en termes de gouvernance. Donc, ensuite, les avantages concurrentiels de Beneteau. Bah déjà, l'avantage concurrentiel, je l'ai peut-être pas écrit, mais je dirais qu'il y a quand même finalement la taille de l'entreprise, même si elle est capitalisée que 822 millions d'euros, entre guillemets, euh, elle est 10 fois plus grande en termes de capitalisation, je suis désolé, je parle vite, que son concurrent direct français, Fountain Pajot. Et à l'international, elle est très bien positionnée aussi. Donc les avantages concurrentiels, évidemment, la renommée. Beneteau, c'est une entreprise historique et connue. Le réseau de distribution qui est assez vaste aussi de l'entreprise. Les délais de livraison courts, c'est-à-dire que entre les commandes et, voilà, et la livraison définitive du bateau, il y a moins d'un an de délai, donc c'est assez peu. Alors évidemment, pas pour les yachts grand luxe, etc., mais pour tous les bateaux hors bord et les voiliers, etc. Capacité d'innovation, position de leader sur certains segments de marché, donc c'est un avantage concurrentiel en l'occurrence qui est valable pour le segment des voiliers de plaisance. Forte indépendance de l'entreprise, donc là je fais référence à ce que je disais en termes de gouvernance, et positionnement haut de gamme, donc c'est une distinction en fait avec le numéro un mondial. Le numéro un mondial, c'est une société qui s'appelle Brunswick, une société américaine qui est quand même beaucoup plus grande que Beneteau, mais qui se distingue aussi par des produits qui sont beaucoup plus accessibles. Donc c'est pas les mêmes clients globalement qui sont ciblés. Donc c'est pour ça que Beneteau est quand même numéro un mondial, malgré sa petite taille, entre guillemets, tout est subjectif, relatif, sur le segment des voiliers de plaisance. Donc structure actionnariale, la famille Beneteau donc détient plus de 50% du capital, donc c'est nickel. Donc c'est la holding Berry 21, donc mais c'est la famille Beneteau qui gère cette holding. Ensuite, on retrouve la financière de l'échiquier, des investisseurs institutionnels, et le reste de l'actionnariat, il est relativement éparpillé entre une multitude d'investisseurs individuels. Euh, mais il n'y a pas un deuxième actionnaire qui a plus de 10% du capital, etc. Euh, donc le portefeuille de marque, bon, il y en a 17 au total. Et enfin, il y a aussi un service. Globalement, les bateaux à moteur, Beneteau ne fait pas que des marques. Beneteau, en fait, c'est aussi les marques Jeannot, les marques Prestige. Pour les yachts, CNB, vous avez peut-être déjà entendu parler de CNB Industrie. En tout cas, il y a il y a une implantation assez importante à Bordeaux, si vous voulez savoir. Voilà, voilà bon, essayer de me focaliser sur l'essentiel. Les bateaux de Prestige, donc Prestige Yacht, et les Monte Carlo Yacht, donc là, on est plutôt dans le luxe, et des catamarans, on retrouve la marque Lagoon. Et les mobilhomes, ensuite, on retrouve les marques IRM, Coco Sweet et O'Hara. Je ne les connais pas, mais
Et sachez qu'un service qui est proposé aussi par le groupe Beneteau, c'est un service pour organiser la vente entre particuliers de bateaux Beneteau. Euh, voilà, évidemment, moyennant une petite compensation. Donc, pour ceux qui pourraient pas se payer des bateaux directement neufs. Donc, le chiffre d'affaires de Beneteau, alors, hum. Alors déjà, 85% du chiffre d'affaires, il concerne la construction de bateaux. Donc, on a... Oui, non, pardon, excusez-moi, j'ai bugué sur un truc. Ok, 85% du chiffre d'affaires, en gros, la majorité du chiffre d'affaires, ça provient de la construction des bateaux de Beneteau. Ensuite, on retrouve la moitié du chiffre d'affaires, 49%, c'est les bateaux à moteur. Donc, voilà. Et 36% du chiffre d'affaires, c'est les voiliers. Et je rappelle que Beneteau est leader mondial sur les voiliers de plaisance. Et ensuite, les 15 autres pourcents, ça concerne les mobilhomes, voilà, l'habitat de loisirs. En ce qui concerne les zones géographiques, ben, globalement, l'entreprise, elle vend surtout en France. Euh, Ensuite, en Europe aussi, globalement. Après, c'est assez large. En Amérique du Nord, mais ça fait partie aussi de la stratégie d'internationalisation. Et je vais en reparler plus tard dans les perspectives. Et le reste du monde, globalement, c'est très éparpillé. On retrouve un petit peu au Brésil, etc. Mais ça, c'est peu et c'est 12%. Euh, et potentiellement, mais j'en reparlerai plutôt dans la fin de la vidéo, avec l'essor du marché chinois, il y a un gros potentiel. Donc, quelques données quand même pour Beneteau. Sachez que c'est 28 sites de production dans le monde, présence qui est active en Europe et en Amérique du Nord, que la concurrence mondiale, donc c'est la société Brunswick, numéro 1 mondial. Ensuite, les autres concurrents sont beaucoup plus petits, donc on retrouve des sociétés concurrentes, donc j'ai fait mes recherches, je ne les connaissais pas, comme Dufour ou Bavaria Yacht, ou encore Sunseeker, Yacht Grand Luxe en l'occurrence. Et donc la dimension sectorielle et le contexte, pour vous expliquer certaines choses, sachez qu'entre 2008 et 2013, il y a énormément en fait d'acteurs du secteur de la plaisance qui ont été touchés par la fameuse crise des subprimes. Le marché de la plaisance, en fait, il est devenu beaucoup plus concentré en raison justement du fait qu'énormément d'acteurs ont fait faillite, puisque c'est un secteur cyclique en raison de la crise économique de 2008. Et donc, le marché est dominé en fait par Beneteau et Brunswick Corporation, qui est quand même beaucoup plus gros que Beneteau. Donc, aux États-Unis, les États-Unis, ils représentent 50% du marché mondial des bateaux de plaisance. Donc, en l'occurrence, majoritairement des bateaux à moteur. Donc, on va en parler après, mais globalement, c'est surtout grâce aux USA que Beneteau ben, vend ses bateaux à moteur qui représentent 50%, je le rappelle, de son chiffre d'affaires, 49. Donc ensuite, en termes de croissance sectorielle, alors là, depuis 2016, j'ai eu assez de mal à trouver des données qui étaient cohérentes. Donc j'ai retenu depuis 2016, là où je suis sûr de ce que je dis, la croissance du secteur, elle est de 3% par an. Donc on est loin des croissances qu'on pourrait avoir dans le secteur du luxe, par exemple, pour une entreprise comme Hermès, LVMH, etc. C'est peu, c'est à peu près comme la FDJ, globalement. Mais elle est de 5% aux États-Unis et les États-Unis représentent 50% du marché mondial. Donc on peut dire que ça fait à peu près 4%. Donc ensuite, le secteur de l'habitat, il représente en France 3%, 3,3% de croissance annuelle depuis 2016. Donc c'est peu ou prou la même chose. Euh, Globalement, voilà, la croissance du secteur, elle est assez faible. Donc pour moi, quel type de valeur c'est? Je vous rassure, après, je vais vous montrer le cours boursier, je vais faire toute l'analyse financière, il n'y a aucun problème. Donc pour moi, c'est une valeur de fonds de portefeuille. C'est une croissance qui a une croissance annuelle moyenne et assez cyclique des bénéfices. En fait, on va tout de suite aller voir sur Internet, je vais vous montrer directement ce que je veux dire. Euh, voilà, si je... Alors, zone bourse, excusez-moi. On va mettre ça dans un nouvel onglet parce que ça va être pas très clair. Donc, voilà, si je tape Beneteau, vous allez voir que c'est un secteur assez cyclique. Donc,
Je vous montre rapidement le cours boursier de l'action. Donc l'action Beneteau, allez, on va mettre depuis maximum, donc depuis que la bourse a été dématérialisée en 90 ou 91. euh, on a vu que la société elle a eu une croissance fulgurante, euh, vraiment. Bon, là, il y a eu l'impact aussi de l'éclatement de la bulle Internet, etc. Là, la crise de 2008 qui a été très impactante, mais globalement, on voyait que depuis, si on retient que les 10 dernières années, c'est assez flagrant. On voit que c'est un secteur qui est très cyclique. Il y a énormément de fluctuations. Donc là, actuellement, l'action, elle est à 9,84 €. Elle a été à 22,90 € il y a un an, peut-être un peu plus. Donc vous voyez, c'est quand même très cyclique. Donc c'est pour ça que beaucoup d'acteurs du secteur ont fait faillite justement en 2008 suite à la crise des subprimes. Donc valeur très cyclique. Le secteur de la présence est très cyclique, donc c'est une valeur qui est plus résiliente. Pourquoi c'est cyclique? Mais globalement, s'il y a une crise économique, c'est comme le secteur de l'automobile. Les particuliers, en cas de crise économique, voilà, il y a un peu plus de chômage, des salaires qui stagnent, etc. Ils vont pas se mettre à acheter des objets comme de consommation, comme des voitures. Ils vont reporter ça à un an ou à 2 ans. Ben, pour les bateaux, c'est pareil en fait. Sauf évidemment pour les yachts, grands yachts et les personnes très fortunées. Donc globalement, l'action Beneteau, elle stagne depuis 10 ans dans un canal boursier, donc limité par un support à 8 et une résistance à 16 environ, hein. J'ai lissé, mais globalement, vous voyez que l'action, elle, depuis 10 ans, elle est à peu près à 8 euros. On va dire qu'il y a une droite de support à 8 euros. Et voilà, je retiens 16 euros, donc ça oscille toujours entre 8 et 16, mais sauf à cette période-ci. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de nette croissance, si vous voulez, du cours boursier. Donc, pardon, excusez-moi, où en étais-je? Ensuite, quelque chose qui est assez dommage, euh, c'est que c'est une valeur qui a du potentiel, mais qui est assez risquée, puisque c'est un secteur cyclique. Il est difficile de prédire vraiment une croissance du cours boursier très nette à l'avenir. Et malheureusement, on ne peut pas compter sur le dividende non plus, puisque le dividende, alors depuis 2015, il est en reprise haussière. Donc depuis 2015, le dividende augmente. Mais sachez que il n'y avait pas de dividende en 2009, pas de dividende en 2012, pas de dividende en 2013 non plus. Et le dividende est assez incertain. Donc, si on va dans les données financières, on aura peut-être le dividende euh, pour montrer la croissance du dividende, enfin la tendance en tout cas. Voilà, la tendance 2015, on était à 25 centimes, 2017, pardon, 2018, on était à 26 centimes par action. Là, on est à 23 pour 2019, 29 pour 2020. Enfin, ce que je veux dire, c'est globalement, on a une- un trend haussier légèrement, mais il n'y a pas de croissance année après année. Enfin, c'est assez difficile de miser sur le dividende sur ce genre d'entreprise. Donc, euh, alors maintenant, je vais passer, justement, je vais revenir sur le site Zone Bourse. Je passe à l'analyse financière sur l'exercice 2019. Je rappelle deux, trois petites choses. La place de cotation de l'action, c'est la Bourse de Paris. Donc, de toute façon, en général, je fais des analyses plutôt axées françaises, puisque les investisseurs, enfin mon audience, c'est en général des Français. Et c'est plus simple pour investir sur les actions françaises en général. Donc le code ISIN, pour la retrouver, c'est celui-ci. Le capital flottant de l'entreprise, alors le capital flottant, je rappelle, c'est la proportion du capital qui est directement échangeable en bourse. Il est de 44%, c'est correct. En fait, il est pas très élevé puisque plus de la moitié du capital n'est pas flottant puisque détenu par la famille historique. Le price earning ratio, donc le PER, il est à 16. Mais normalement, en général, je mets le PER à 10 ans. Mais là, je ne l'ai pas fait parce que sur les 10 dernières années, euh, l'entreprise a fait plusieurs années en perte. En fait, le résultat était négatif. Il ne gagnait pas d'argent. Donc, du coup, je n'avais pas quelque chose de représentatif. Et un PER négatif est inexploitable. Et donc, j'ai retenu le PER actuel maintenant que l'entreprise a une situation assez stable. Rendement, idem, le rendement, c'est par rapport voilà,
à l'instant T, quand j'ai fait le calcul, mon rendement, c'est 2,38%. Rendement correct, rien d'exceptionnel. Ensuite, l'entreprise a des bonnes marges. Enfin, non, elle a pas des si bonnes marges que ça, mais pour le secteur, c'est correct. Donc les marges d'exploitation, 6,1, entre 6,1 et 6,2%. Marge nette, 3,7. Ensuite, la rentabilité des capitaux investis, elle est de 9%, donc c'est pas si mal finalement. Hem, c'est assez bien pour ce genre de secteur. Ratio de versement, donc c'est le payout ratio, donc c'est la proportion des bénéfices de l'entreprise qui sont redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes, un tiers en gros. Chiffre d'affaires, 1,3 milliard, résultat d'exploitation 82 millions et résultat net, 50 millions. Mais voilà, il y a quand même une grande différence entre 1,3 milliard de chiffre d'affaires et 50 millions de résultats nets. Donc c'est pour ça que la marge nette, elle est finalement assez faible comparée à des sociétés d'autres secteurs. Bénéfice net par action, 60 centimes. Dividende par action, 23 centimes. En fait, 38% de 0,6, ça fait 0,23. Un autre avantage, et ça par contre je le souligne, la trésorerie de l'entreprise, elle est positive et le groupe a à peu près 100 millions d'euros de trésorerie. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Donc allez, on va passer à l'analyse financière. Je suis désolé, j'ai l'impression que ma vidéo s'éternise une fois de plus. Donc maintenant que vous avez bon, je vous raconte plus rien sur la partie stratégique. Maintenant, on se focalise sur la partie financière. Donc je vais détailler les données que j'ai pas détaillées à l'instant. Donc déjà, important, il faut regarder, la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce que la croissance, est-ce qu'elle est haussière? Enfin, est-ce qu'il y a de la croissance déjà? Et en l'occurrence, là, on voit que oui, donc c'est schématisé par les grandes barres noires. Je rappelle que 2020, 21 et 22, c'est les croissances prévisionnelles. Mais en tout cas, pour 2017, 2018 et 2019, on a une bonne tendance haussière. Enfin, il y a une tendance haussière du chiffre d'affaires. Euh, Ensuite, le résultat d'exploitation, il est en tendance haussière, mais c'est moins perceptible, je dirais. Le résultat net, il est en tendance haussière, mais encore une fois, c'est fluctuant. Donc, c'est ça qui est un peu gênant. Et ensuite, on voit aussi que les marges, en fait, elles peuvent vite se contracter. Donc, par exemple, là, la marge nette en 2019 était de 3,7%, elle était de 4,7% en 2018. Mais 1% de différence de marge nette, ça impacte beaucoup pour une société, pour des marges nettes aussi faibles finalement. Donc, d'où l'intérêt, en fait, l'avantage du fait que la trésorerie de l'entreprise, elle est de 100 millions d'euros pour justement pallier ces problèmes en cas d'année difficile, je dirais. Parce que c'est quand même une boîte qui a tenu malgré la crise des subprimes en 2008. Donc, je dirais que c'est une boîte qui a su se renforcer. Ensuite, d'après le groupe, tendance en croissance des marges, donc ça c'est positif. Parce que même si un chiffre d'affaires stagne, si les marges augmentent, le résultat net augmente. Donc le dividende augmente, etc. Donc là, a priori, on aurait des marges nettes qui s'amélioreraient un peu. Et il y a aussi un chiffre d'affaires qui s'améliorerait un peu. C'est la tendance long terme. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment une valeur de fonds de portefeuille. Malheureusement, comme je l'ai dit, le dividende, il est instable. Hem, Ensuite, donc voilà, là, il y a le PER pour, les différentes années. Alors, les années précédentes, celles où l'entreprise a fait des pertes, évidemment, le PER était un chiffre négatif inexploitable et les années où l'entreprise a fait un résultat net extrêmement faible, le PER était forcément très élevé. Hem, donc je les ai pas pris en compte évidemment puisque c'était insensé, c'était illogique. Ensuite, situation financière, donc voilà, on a de la trésorerie qui s'accumule chaque année. Globalement, tendance haussière aussi, c'est assez bon. Hem, alors c'est variable. Pourquoi? Parce que la trésorerie, en fait, elle peut varier tout simplement en fonction des projets d'investissement dont, que Beneteau a en l'occurrence et je vais en parler peut-être encore après dans la perspective et en fonction du taux de change, des différents pays, dans lesquels, elle réalise du chiffre d'affaires. Donc, OK, ceci étant dit, je vais m'intéresser aussi à une chose qui est assez importante. Hem, oui, donc comme je l'ai dit, le ROE il est assez élevé, on est à peu près à 9, ce qui est très bien et le cours sur actif net, actuellement, il est intéressant. Alors c'est quoi le cours sur actif net?
C'est tout simplement, enfin, c'est équivalent à la capitalisation boursière divisée par la valeur comptable de la société. Donc là, ça veut dire qu'en fait, la valeur, cette action, en fait, elle se paye, cette entreprise se paye la valeur réelle finalement de tous ses actifs. Par exemple, pour Hermès, je crois que le cours sur ActiveNet, je pense qu'on est à 9 ou 10. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si toute la société est liquidée, bon, vous avez plus de chances de gagner de l'argent, quelque chose au moins, si vous êtes actionnaire de Beneteau, que si vous êtes actionnaire ouais, de toutes les sociétés à PER très élevé, comme Hermès. Mais il faut pas partir de ce principe. On n'investit pas parce que ça c'est très bas. On investit parce qu'on peut gagner de l'argent. Voilà. Capitalisation boursière, je l'ai dit. Ouais, ouais. Euh, voilà, je vais pas m'éterniser. Je suis en train de faire une vidéo trop longue. Je suis désolé. Où est-ce que j'en étais? Hop, tac, schlag, boum. À partir de la dispositive actuelle. 25 minutes, ok. Donc, Beneteau, perspective d'avenir, relais de croissance, risque. Alors, les perspectives de l'entreprise, enfin du groupe Beneteau, alors déjà jusqu'à 2030, une chose est sûre, la croissance du groupe, enfin a priori, sauf en cas de crise majeure, etc., mais en temps normal, comme sur les 10 dernières années, la croissance du groupe sera tirée vers le haut par l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, c'est deux marchés qui sont assez matures. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas des croissances fulgurantes, hein. J'ai dit, on était voilà, à 3% à peu près par an en Europe, 5% en Amérique du Nord. Mais c'est une croissance qui devrait logiquement être tirée vers le haut par des marchés matures, donc assez stables. Euh, voilà. Et les marchés émergents, donc principalement la Chine, suivi ensuite par des pays comme le Brésil qui commencent à bien qui sont déjà des pays qui ont bien émergé, vont accroître considérablement le développement du groupe. Je précise une chose, il faut comprendre une chose, c'est que la plaisance, c'est pas du tout quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture chinoise et la culture d'Asie du Sud-Est globalement. Donc, il y a aussi un défi là-dessus. Voilà, les personnes qui ont de l'argent vont pas forcément se payer des bateaux en Chine, je veux dire, c'est pas ancré dans la culture. C'est pas du tout quelque chose ancré dans la culture. Et donc, c'est aussi un défi de réussir à vendre en Chine. Et sachez cependant une chose, c'est que une solution, c'est de se focaliser sur les yachts grand luxe. Pourquoi? Parce que il y a des clients partout au monde pour ce genre de produits. Même pour des Chinois, des Chinois achètent aussi il y a des milliardaires qui achètent des yachts. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, les relais de croissance. Donc finalement, les perspectives de croissance, les relais de croissance. Alors, développement de la gamme yacht et grand yacht luxe. Je l'ai dit, c'est des segments de marché très peu cycliques. Donc ça va limiter la cyclicité de l'action Beneteau et ça va, je dirais, la rendre un peu plus résiliente. C'est-à-dire que c'est, voilà, toutes ces données financières, ces résultats année après année, son chiffre d'affaires, etc., va être un peu plus stable, un peu moins volatile. Et il en sera de même pour le cours boursier. Et je pense que c'est une bonne chose qui se développe sur la gamme yacht et grand yacht luxe, qui développe aussi la gamme petit hors-bord à moteur et des multicoques. En fait, c'est les segments qui ont la plus forte croissance au sein du marché de la plaisance, avec les grands yachts de luxe, yachts et grands yachts luxe. Euh, et les petits hors-bord à moteur, euh, c'est déjà une bonne partie du chiffre d'affaires de Beneteau, mais il y a une forte demande aux États-Unis. Et donc le but, c'est aussi de se positionner là-dessus par rapport au numéro un mondial, qui est la société Brunswick. Ensuite, c'est ce que je viens de dire, renforcement de l'implantation aux États-Unis, premier marché de la plaisance mondiale, et globalement aussi expansion à l'international. Et ça se fera dans un deuxième temps. Ce sera la Chine, l'Amérique du Sud, du moins assez développée, le Brésil notamment. Enfin, rationaliser la production, c'est aussi un relais de croissance. Donc, réduire les coûts, je l'avais dit aussi, automatiser la production, abandonner les activités semi-artisanales et optimiser aussi un peu la flexibilité. Alors, malheureusement, euh, c'est un secteur cyclique. Donc, si tous les salariés du groupe sont embauchés à temps plein, euh,
bah, il va se poser un problème s'il y a une crise et que d'un coup toutes les ventes chutent. Donc c'est pour ça qu'il faudrait, optimiser un peu plus la flexibilité et ça fait partie de la stratégie du groupe et je pense que c'est intelligent. Hem, je pense que c'est nécessaire pour, la pérennité et à travers les crises du groupe. Hem, les risques, je l'ai dit, hein, cyclicité sectorielle, ça c'est important et aussi fluctuation de l'euro. Ça concerne les exportations, donc vous savez, le taux de change entre les devises, il varie constamment de jour en jour. Donc, le marché des changes établit, bah, voilà, ah, hem, le taux de convertibilité, en fait, entre des devises, par exemple entre l'euro, le dollar, et cetera. Et ça, c'est intéressant enfin, c'est valable pour toutes les sociétés qui sont internationales, en fait. Voilà. Là, ce qui nous intéresserait plus, c'est, le taux de change entre les États-Unis, enfin entre le dollar américain et l'euro pour les années à venir. Donc maintenant, est-ce qu'il faut acheter l'action Beneteau? Alors moi, je vais vous dire oui, si vous voulez faire une réelle, enfin une plus-value potentielle, donc c'est spéculatif ce que je vous dis, suite à une crise majeure. Alors, je m'explique. Beneteau, c'est une société qui est historique, qui a quand même résisté à une crise comme celle des subprimes en 2008, qui était quand même assez importante. Bon, ensuite, il y a eu la crise de l'euro, etc., quelques années plus tard. Mais c'est une société qui a tenu dans le temps. Et moi, je fais le pari, alors peut-être un peu risqué, c'est purement personnel, c'est pas une recommandation d'achat ni rien, que le groupe va perdurer lors de la prochaine grande crise. Et étant donné que c'est un secteur très cyclique, le cours boursier, il va chuter de manière vertigineuse. Et dans ce cas, je vous dirais, OK, vous achetez, donc vous prenez un risque, mais qui est assez limité. Et dans tous les cas, il faudra attendre des années et avoir les nerfs solides, mais dans tous les cas, ça va remonter énormément. Sachez que lors d'une crise comme celle des subprimes, le cours a subi une décote de, j'ai pas regardé, mais je dirais à la louche, 80%. Voilà. Même si le marché action a fait moins 50%, 80% pour Beneteau. Idem pour les valeurs bancaires d'ailleurs, et tous les secteurs très cycliques. Donc ensuite, je dis aussi oui, du coup, si vous désirez réaliser un investissement spéculatif, parce que c'est difficile de prévoir à l'avance, hem, l'évolution du cours boursier et des finances de l'entreprise, puisqu'elles sont assez, tributaires de l'économie en général et je vous dirais d'acheter aussi si le cours boursier subit une décote pour des raisons conjoncturelles. Donc c'est alors pas pour des raisons structurelles, hein, je fais la différence. Vraiment des raisons conjoncturelles, par exemple, là, en ce moment, on parle beaucoup du coronavirus, voilà. Ça, c'est une raison conjoncturelle, c'est pas une raison structurelle. Moi, je vous dirais, dans ce cas, s'il y a une forte décote, bah, profitez-en, si c'est une action que vous voulez acheter. Ensuite, bah, je vous dirais non, n'achetez pas d'actions Beneteau si vous avez des opportunités d'investissement qui sont plus intéressantes. Et malheureusement, je suis désolé, mais il y en a, selon moi. Et je dirais non si vous cherchez un dividende stable et pérenne. Vous savez, en bourse, il y a deux manières de gagner de l'argent. En faisant une plus-value, c'est ce que font les traders, qui essayent en tout cas, et le dividende. Et en général, bon, bah, un investisseur essaie de miser sur le dividende et idéalement aussi sur le cours boursier. Mais là, le problème, c'est que c'est une société où on peut pas trop miser sur le dividende, donc c'est assez dommage et c'est pas une société où on peut vraiment prévoir à la hausse une très grande croissance. Donc enfin moi, je pense que si vous achetez une action Beneteau maintenant, elle va peut-être continuer de stagner plus ou moins, de manière relativement cyclique, comme je vous l'ai montré sur les 10 dernières années, sans qu'il y ait une réelle tendance qui qui réussisse à, je dirais à se présenter. Donc je pense que vous connaissez mon avis, du coup, je vais vous dire si je vais l'acheter oui ou non. Alors, honnêtement, je vais être très clair, je vais pas acheter d'actions Beneteau. Je pense que c'est une belle société. Je pense que c'est une société qui est quand même assez résiliente en termes d'impact par rapport au secteur au niveau des crises. C'est une société qui a quand même connu quelques crises, hein, depuis sa création et qui a désormais le marché est beaucoup plus concentré, donc c'est un avantage. Mais pour autant, j'achèterai pas d'actions Beneteau et j'ai des opportunités plus intéressantes.
Et rassurez-vous, dans les prochaines vidéos, il y aura une vidéo où je vais vous présenter une action, même je vais faire 2 vidéos. Je vais vous présenter bientôt 2 actions que j'ai en portefeuille et je vais vous dire pourquoi je les ai. Donc ça va être intéressant parce que généralement, la plupart des actions, globalement, c'est non pour moi. Mais vous allez voir, bientôt, je vais vous sortir des vidéos. Bon, écoutez, je vais vous spoiler, je vais être gentil. Je vais faire une vidéo sur L'Oréal que je conseille à l'achat, une vidéo sur Robertet que je conseille aussi à l'achat. Et il y a aussi d'autres petites, sociétés qui arrivent où je suis un peu partagé et voilà. Donc écoutez, je m'éternise pas davantage. Je sais que la vidéo va être assez longue comme ça, donc ça suffit. Heu, J'espère que ça vous a plu et je vous dis, écoutez, à bientôt pour des nouvelles vidéos.